Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur la chaîne du Pauvre Fou. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir les 10 meilleurs moments de la série Saint-Seiya. La série est réputée pour son esthétique, pour sa musique, son caractère iconique et aussi pour son émotion. Je tenais donc, au regard de ces critères, à regrouper dans cette vidéo les 10 moments les plus marquants de l'œuvre de Saint-Seiya. Alors je précise d'emblée deux choses. Je m'en tiens à la série d'origine, donc de 1986, ainsi qu'aux OAV d'Hadès, qui sont pour moi intimement liés. Et bien sûr, ce classement est purement subjectif. Je n'ai bien sûr aucune prétention à apporter une vérité inébranlable. Je vous inviterai d'ailleurs dans les commentaires à me donner vos avis, comme d'habitude. À présent, je vous explique comment j'ai fait pour ériger ce top 10. Tout d'abord, j'ai dressé arbitrairement une liste de 20 moments qui me paraissent être les plus marquants de la série. Pour cela, je me suis basé sur 3 critères. Il y avait le côté épique et grandiose de la scène, l'émotion qu'elle dégage, et puis les différentes composantes de la production d'un épisode, à savoir la réalisation, l'animation ou la qualité des dessins, tout simplement. Après, bien sûr, je suis un passionné, je suis mordu de Saint-Seiya comme vous. Donc forcément, le spontané à parler, j'avais des séquences en tête, toutes faites si je puis dire, qui ont ressurgi dans le top. La seconde étape a consisté à proposer un sondage sur un groupe Facebook afin d'avoir votre avis, tout simplement. J'ai donc proposé les 20 passages, mais je laissais une certaine liberté aux votants. Ils pouvaient eux-mêmes rajouter des passages qu'ils estimaient encore plus importants et bien sûr voter pour plusieurs choix. Alors vous me direz que j'ai biaisé les résultats ? Bon, un petit peu, c'est ma vidéo et puis il faut bien se dire que ça aurait été trop fastidieux si on avait dû recenser tous les moments marquants. Et puis quelque part, ça repose sur du subjectif comme je l'ai dit. Quelque chose qui est marquant pour une personne ne le sera pas forcément pour une autre. Voilà, vous l'aurez compris, le top 10 est le résultat de ce sondage. Mais les commentaires que je vais ajouter par-dessus sont le fruit de mon observation personnelle. En gros, je vais tenter de justifier en quoi j'estime qu'ils méritent leur place dans ce top. Alors, un dernier point avant de commencer. Depuis le début que je parle, vous voyez des images défiler, mais ce ne sont en aucun cas des spoilers de ce qui vous attend. Je les ai mises là de manière à peu près random, histoire d'illustrer un petit peu la vidéo et de ne pas parler sur un fond noir, tout simplement. Voilà, c'est parti et bien sûr, commençons avec la 10e position. Le sacrifice de Cassius face à Hylia. Et on démarre donc fort avec un passage issu de l'arc le plus culte de la série, la bataille des 12 maisons. Dans cette séquence, il n'est pas à proprement parler question de rédemption. Cassius agit par amour pour Shaina, et non parce qu'il remet en cause ses valeurs ou ses jugements. Mais c'est justement, entre autres, grâce à ça que la scène gagne en force. Nous sommes donc ici essentiellement sur le registre de l'émotion, même si bien sûr les aspects techniques de la mise en scène de Jun Fukuda font leur part du boulot. Alors évidemment, comme toujours dans ces moments-là, il faut compter sur la musique de Seiji Yokoyama qui rehausse la scène, sans oublier les excellentes prestations des comédiens aussi, avec en tête Toru Furuya qui interprète magistralement Seiya. Ingrédients en l'occurrence qui reviendront dans, pour ainsi dire, chaque position du top, donc j'espère que vous comprendrez que je ne les répète pas à chaque fois. Et à noter également que le directeur de l'animation pour cet épisode est Eisako Inoue, artiste qui a travaillé sur pas mal d'épisodes phares de la série. Hey, ça fait plaisir que cet arc assez peu populaire qu'est celui des Black Saints soit tout de même parvenu à délivrer un passage dans ce top 10. Le dragon noir sauve la vie de Shiryu. Bon, je pense qu'il faut bien dire que cet affrontement retient l'attention car il est le seul passage de cet arc où l'ennemi met réellement en difficulté un de nos héros. Cela étant, rien qu'au regard de l'émotion que la scène suscite, je pense qu'il mérite sa place dans ce top. D'ailleurs, ce passage consiste en un moment clé de la série, puisque c'est la première fois que nous assistons à la rédemption de l'ennemi. Et il s'agit là d'un fait notable, puisque la rédemption deviendra un moteur narratif majeur dans Saint-Seiya. On peut même aller jusqu'à dire que ça deviendra un poncif à la longue. De plus, dans ce cas-ci, le dragon noir se repent au nom de l'amitié, valeur cardinale, fondatrice de Saint-Seiya. À noter également que l'épisode est réalisé par l'illustre Shigeyasu Yamauchi. Ce n'est que le 3e passage dans ce top que j'évoque, et déjà 2 sacrifices, en l'occurrence celui de Siegfried pour emmener Sorrento avec lui. À l'instar de la rédemption, le sacrifice est lui aussi un pivot dramatique très récurrent dans l'œuvre de Saint-Seiya, et d'ailleurs toujours très apprécié des fans.
Et justement dans ce cas-ci, le sacrifice fait suite à la rédemption d'un ennemi. Et pas des moindres, puisqu'il s'agit du leader des God Warriors, le plus puissant d'entre eux, le prince d'Asgard, Siegfried. Effet peu courant, il se repent alors qu'il est encore vaillant. En général, dans Senseiya, les ennemis ont plutôt tendance à se repentir lorsqu'ils sont à l'article de la mort. Et du coup, le fait qu'il se repent au milieu de son combat, ça va renforcer l'impact émotionnel de son sacrifice. En effet, lorsque cela se produit, nous avons alors de l'empathie pour lui, puisque nous avons là un personnage qui a été amené à réfléchir, à reconnaître son erreur, mais aussi le mérite de ses adversaires. Et cette séquence du sacrifice fait coup double si je puis dire, puisqu'elle annonce l'arc à venir, celui des Marinas. Sorrento place la barre très haute, puisqu'il faut un sacrifice pour venir à bout de lui. Et en plus, on le saura par la suite, il y aura survécu. Encore une fois, l'émotion est de la partie, bien sûr. Écoutez les paroles que Siegfried délivre à Seiya avant de mourir. Pegasus, Hilda-samaを頼んだぞ。私は友の待つ天空に帰り、星となっていつまでもお前たちを見守るだろう。さらばだ、ペガサス。アテナのセイントたちよ。Désolé s'il n'y a pas d'intro pour le point numéro 7 de ce classement, mais pour une raison technique qui m'échappe, je n'ai pas le son d'épisode. Vous l'aurez compris, il s'agit du moment où Shiryu se prive de la vue afin d'échapper aux maléfices du pouvoir d'Algol. Oui, il y aura donc du silver dans ce top. Et nous restons dans le même registre, celui du sacrifice. Cet acte complètement dingue et insensé reflète bien là toute la bravoure, toute la témérité de Shiryu. Et en plus, ça lui donne un côté badass. Il y a fort à parier que cette séquence a dû grandement jouer sur la haute popularité dont jouit Shiryu. Ce passage tragique est un moment clé de la série, car à partir de là, Shiryu va être épris de doute. Il va remettre en question sa condition de chevalier. Il était prêt à tout abandonner, à laisser ses compagnons continuer la route sans lui. Shiryu va donc terminer le combat aveugle et finira par l'emporter. C'est là qu'on voit que les héros de Senseiya revêtent un caractère surhumain. L'épisode est réalisé par un nom bien connu des fans, il s'agit de Kozo Morichita et scénarisé par Takao Koyama. Il y avait ma foi du beau monde pour travailler sur cet épisode. Mime, お前まだ。フェニックスよ、このミーメ、君の言うことが本当かどうか確かめてみたくなった。Nous voilà de retour à Asgard, arc très populaire comme vous le savez, et du coup bien représenté dans ce top. Ici, il s'agit de la fin du combat entre Ikki et Mime. Maintenant, quelque part, c'est un peu l'ensemble de l'œuvre de Mime, si je puis dire, qui est incarné dans cette 6e position du top. Bien sûr, le climax de son combat est marquant, mais le personnage aussi, de par son look, ses pouvoirs, son background, et bien sûr aussi sa personnalité. Mais comme il faut faire des choix, je pense que le climax est bien souvent le moment le plus marquant. C'est souvent ce qu'on retient, que ce soit d'un épisode, d'un combat entier, ou même d'un arc. C'est le dénouement, le final. Et pour justifier ça, il y a plusieurs raisons qui peuvent être prises en compte. Bien sûr, le côté spectaculaire est à son pinacle à ce moment-là. C'est aussi généralement à ce moment-là qu'on a droit à ces fameux plans clés, qui sont les mieux dessinés de l'épisode, donc ça marque les esprits. Mais il y a aussi selon moi le fait que c'est toujours à ce moment-là que l'ennemi est vaincu, et donc qu'il meurt. Et ici, lorsque Mime périt, on a de nouveau droit à une scène de rédemption. Et écoutez ce qu'il dit. フェニックス、君たちならばできるかもしれん。夢を叶えることが。ミーメ、いつか平和な時代に生まれ変わることができたら、再び君のような男と出会いたいものだ。その時は敵としてでなく、互いに友として。Ce message est fort de sens, donne de l'épaisseur au personnage et contribue selon moi grandement à la force de cette scène, ce qui fait qu'elle mérite amplement cette place dans ce top. Après bien sûr on va pas se mentir, il se bat contre qui? Contre Ikki, un des personnages, sinon le personnage le plus populaire de la série. Enfin tout du moins parmi les bronzes. Je pense donc que sa seule présence confère une certaine aura à la scène. Et mine de rien, le fait qu'ils ne soient plus protégés de leur clause, ça rajoute en dramatisation, puisqu'à partir de ce moment-là, en lançant leur dernière attaque, ils savent qu'ils vont y rester, ils ne pourront pas survivre. Je pense que c'est aussi ce genre d'ingrédient qui rajoute de la force à une scène. Nous voici déjà à la 5e place de ce classement. On reste à Asgard, mais promis pour ceux qui n'aiment pas, après ça va changer. De nouveau, Ikki est concerné.
Et bien sûr, il a son poids sur la séquence. Mais je vais plus particulièrement insister sur le passage où Bud emmène la dépouille de son frère. Oui, la rédemption encore. Et oui, l'émotion encore. Quand il est question d'émotion, c'est bien entendu vis-à-vis du spectateur, même si les personnages eux aussi la ressentent. Et là justement, je crois que ça n'a jamais été aussi bien le cas qu'avec Bud. Regardez, je n'ai pas le souvenir d'avoir déjà vu un personnage pleurer à chaudes larmes de la sorte dans un shonen. Tout du moins, pas un Némésis. Bud, ici, est déchiré par la cruauté du destin, et bien sûr par la tournure que les événements ont pris. Bud a enfin retrouvé son frère l'a enfin reconnu. Mais malheureusement, comme très souvent dans Senseiya quand il s'agit du Némésis, c'est trop tard que ça se produit. C'est bien trop tardivement qu'il trouve le salut. Bon, vous me direz, sans ça, il n'y aurait pas vraiment d'histoire évidemment. La force de la scène est rehaussée par le discours d'Iki, qui en l'occurrence est on ne peut mieux placé pour parler de la chose vis-à-vis de son passif avec Shun. Réécoutons juste cette phrase, rien que celle-là. 今もそうありたいと願っているはずだ。ましてこの世に二人っきりの兄弟ならばなおさら。 Je trouve ça tout bonnement merveilleux que ce genre de message puisse être délivré dans un shonen pour enfants. C'est fort, c'est profond, et c'est tellement vrai. Et selon moi, c'est la façon dont la scène se conclut, du point de vue de la réalisation. Voir Bud quitter les lieux avec la dépouille de son frère dans ses bras, c'est selon moi une des images les plus fortes de Senseiya. Et je pense tout bonnement que c'est la raison principale qui fait que cette scène est en 5e position dans Stop. Je pense que là je me dois de saluer la réalisation de Katsumi Minoguchi. Regardez-moi ce plan où Bud passe à côté de nos héros, qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler un passage de l'épisode 67 où Seiya et Shun croisent Camus, impassible. Et justement c'est un épisode réalisé par Katsumi Minoguchi. Admirez la construction de ce plan aérien. Ou alors aussi ce plan final de l'épisode où on voit Bud s'enfuir dans un horizon morose et enneigé. Et on ne le saura que quelques épisodes plus tard, mais Bud périra à la suite de cette traversée avec son frère dans ses bras. Là, j'ignore pourquoi cette information ne nous a pas été donnée dans la foulée. Peut-être voulait-il nous laisser sur l'idée qu'un des guerriers divins allait s'en sortir. Je ne sais pas. Toujours est-il que sur le plan émotionnel, je ne pense pas que ce soit une mauvaise décision, car ça nous permet de terminer sur une image forte, sur un plan héroïque. Et justement, je ne choisis pas ce terme par hasard. S'il y a bien un arc où les ennemis sont mis en valeur, justement de façon héroïque, c'est l'arc d'Asgard. Alors je sais, techniquement, ce plan où Bud s'enfonce dans le décor enneigé n'est plus la même séquence que celle où il termine son combat contre Iki. Mais cette séquence finale en est le prolongement narratif. C'est la raison pour laquelle j'ai estimé qu'il était opportun de la souligner. Et pour conclure, je me dois de saluer au passage le remarquable scénario de Yoshiyuki Suga. この技を使えばお前も俺も間違いなく滅ぶ。何？さあ約束通りお前も連れて行くぞシュラ。この技は自由のコスモはよしお言葉に背いて申し訳ありません。ケア氷河シュンアテナを頼んだぞ。 Et ouais, j'avoue, je suis surpris. Cette séquence cultissime ne sera pas sur le podium. Séquence que je m'empresse bien sûr de dédicacer à Run des figurines de The CNS, et qui, je l'imagine comme moi, aura une pointe d'amertume de voir qu'elle échoue à la 4e place. Enfin, je dis qu'elle échoue. Bon, attention, dans l'absolu, 4e, c'est pas si mal. Mais nous revoilà dans les 12 maisons, dans un des passages les plus iconiques de l'arc majeur de Senseiya. Voilà, bref. C'est à partir de cet instant bien précis que cet arc prend un tournant décisif. La dramatisation de la narration monte clairement d'un cran, car à partir de là, les chevaliers de bronze commencent à tomber les uns après les autres. Et au moment où nous, spectateurs, assistons à ces instants tragiques, pour nous, les bronzes meurent. Ils meurent avec les golds qu'ils parviennent à vaincre. Ce n'est que plus tard qu'on comprendra que grâce à Athéna, ils vont pouvoir ressusciter, revenir à la vie, ou se réveiller, c'est un peu selon, c'est comme on veut. Toute l'essence de Senseiya est présente dans cette séquence. Séquence superbement réalisée par Masao Ito, qu'on a retrouvé plus tôt dans ce top, avec l'affrontement entre Mime et Iki. Tous les ingrédients qui font la saveur de Senseiya se retrouvent dans cette séquence. Bien sûr, l'émotion, le côté épique. Nous avons une des plus belles compositions de Seiji Yokoyama qui accompagne la scène. Les thématiques du sacrifice, de la rédemption, et aussi un côté bien badass. L'animation, quant à elle, est sous la responsabilité d'Eisaku Inoue, que j'ai déjà évoqué plus tôt dans le top, avec le sacrifice de Cassius pour rappel.
Je pense tout simplement que cette séquence consiste en le pic émotionnel de la série. Ni plus ni moins. De mon point de vue, elle fait partie de ces moments épiques qui à eux seuls peuvent vous faire aimer une œuvre. D'ailleurs, je pense que ce n'est pas innocent si Yoshiyuki Suga a réutilisé ce sacrifice dans son scénario de l'épisode 97 où Siegfried emmène Sorrento avec lui. Il devait être conscient de la portée dramatique de la scène et du succès qu'elle a dû remporter. Et même Masami Kurumada lui-même le réutilisera dans l'arc Hades lorsque Kanon s'envolera avec Radamant. Effet très peu banal que je ne dois de souligner, cette séquence trouvera son épilogue lors de l'arc suivant. Je crois que c'est un fait unique. En effet, nous saurons que Shura a sauvé Shiryu en lui léguant l'armure du Capricorne. Bien sûr, si on avait découvert ça dès l'épisode 66, ça aurait quelque part désamorcé l'émotion de la scène puisque nous aurions alors su que Shiryu s'en était tiré. Mais voilà, j'en parle car ça rajoute une dimension narrative à cette séquence, bien sûr. On ne peut plus en faire fi puisqu'on sait que ça a eu lieu. Nanda, Gold Cross たちが再び輝き出した。ゴールドセイントが全て蘇った。Eh oui, rappelez-vous, je l'avais dit, il y a du Hades dans le top. Et bien classé, ma foi. Alors personnellement, cette séquence si haut dans le top, le sacrifice des Chevaliers d'Or face au mur des Lamentations, me surprend et pas du tout. Ça me surprend dans le sens où cette séquence va laisser place à une énorme amertume, puisque les Chevaliers d'Or, qui sont les personnages les plus populaires de la saga, vont tous périr. On ne les reverra plus après ça. Et puis nous sommes dans l'arc Enkosho de la partie Meikai, une des plus conspuées de la série par les fans. Mais bon voilà, c'est aussi la seule et unique occasion que nous avons de les voir tous les 12 réunis, donc forcément ça marque les esprits. Donc dans ce sens-là, je suis pas étonné de le voir si haut dans le top. En plus, ce moment iconique permet enfin de voir Aiolos vivant au temps présent, enfin vivant entre guillemets. Voir ses retrouvailles avec son frère, aussi courtes soient-elles, elles restent émouvantes. Mais ce ne sont pas les seuls à émouvoir le spectateur. Shiryu a l'occasion de retrouver Shura une dernière fois, et plus encore Yoga avec son maître, Camus. Tout cela, ça compte, ça a du poids bien sûr. Cela étant, la séquence est très longue. Elle occupe à elle seule plus de la moitié de l'épisode. Et cela s'explique entre autres par le fait que la scène est découpée en plusieurs parties. En effet, les bronzes vont se retrouver confrontés à Minos, nous aurons droit aux commentaires de Pandore de son côté, et bien sûr, avec les Chevaliers d'Or, nous aurons droit au flashback de leur combat contre les bronzes lors de la bataille des 12 maisons, mais aussi, il faut le reconnaître, à des adieux larmoyants et interminables. Et je pense qu'il faut reconnaître que la mise en scène est assez poussive par moments. Mais voilà, ça reste les adieux des 12 Gold, la seule fois où on les voit porter une attaque ensemble. Aiolos, tout un symbole, le premier protecteur d'Athéna, celui qui est à la jeunesse de l'histoire, est remis au premier plan. Bref, tout cela, c'est de l'épique, et c'est ce qui fait que ça a marqué les fans de Senseiya. 受けの氷河オロラエクスキューションの神髄をSurpris? Non, je pense pas. À moins que vous ne l'imaginiez premier du classement. La fin de ce combat mythique qui oppose le maître à l'élève occupe donc la deuxième place de ce top. Nous avons là pour la première fois la passation de pouvoir comme moteur narratif dans Senseiya. Cette séquence mise ici à l'honneur s'articule en deux temps. Tout d'abord, il y a la double Aurora Execution, remarquablement animée par Masahiro Naoi, et pour rappel réalisée par Katsumi Minoguchi, et puis ensuite, place à la séquence émotion où les deux chevaliers perdent la vie, le tout auréolé par le magnifique discours prodigué par Camus, qui rend par là un magnifique hommage à son élève. Par ailleurs, la charge émotionnelle et dramaturgique de la scène est renforcée par sa position dans l'arc. Nous sommes à l'avant-dernier combat, Shiryu est déjà tombé, il ne reste plus que Shun et Seiya. On sent qu'on touche à la fin, et que l'étau se resserre autour de nos héros. Et là, je ne peux pas faire autrement que de le souligner, mais Seiji Yokoyama nous délivre un bijou mélancolique, certainement une de ses plus belles compositions produites pour la série.
Paradoxalement, cette séquence peut induire un sentiment de gâchis vis-à-vis du spectateur. Un petit peu comme la séquence au mur des lamentations quelque part. En effet, tel que c'est très souvent le cas dans Senseiya, c'est à son dernier souffle qu'un ennemi se repent et nous délivre de magnifiques moments riches en émotions. Bien sûr, sans cela, pas de combat, pas d'émotion et de dramaturgie. On est d'accord. Mais c'est toujours à ce moment-là qu'on se dit que dans le fond, les méchants ne sont pas vraiment méchants et ils ne méritent donc pas le sort qu'ils subissent. Car il faut bien le reconnaître, Senseiya est loin d'être une série 100% manichéenne. La plupart du temps, ceux qui sont présentés comme les ennemis, donc les méchants quelque part, bien ne le sont pas tant que ça. Ils n'ont pas mauvais fond. En général, ils ont été manipulés, ils ont été induits en erreur par leurs supérieurs, je vais dire, par ceux qu'ils sont censés protéger, ou qu'ils croient devoir protéger en l'occurrence. Et un dernier point peu banal. Arigato, wagashi, kami yo, soshite, sayonara. Vous en connaissez beaucoup des shonen où le héros, à la fin de son combat, en vient à remercier son adversaire? Je crois qu'en cela, Senseiya est unique. C'est ce qui lui confère entre autres ses lettres de noblesse. C'est aussi ça, Senseiya. Bon, allez, je vous fais pas languir plus longtemps. « 私がこの数珠を振るう前に殺さねば、お前たちのすべても断たれるのだぞ。心して仕掛けてこい。」分かっているとも。心置きなく涅槃へ旅立て。シャカ、お前の死は無駄にはせん。アテナ、エクスクラメーション。五感剥奪。皿掃除の花が散ったか。Et non, ce n'est pas un passage issu de la bataille des 12 maisons. Si ça peut vous rassurer, je suis autant surpris que vous. Et en plus, la victoire fut nette. Cela étant, en soi, c'est une séquence culte, on est d'accord. Il s'agit quand même là d'un affrontement entre 4 Gold, et pas des moindres. On a tout de même Shaka et Saga impliqués, probablement les 2 Gold les plus populaires, et puis Kamui et Shura qui sont tout de même pas mal appréciés aussi. L'Athéna exclamation, l'attaque interdite portée à l'écran pour la première fois, conduit à la mort de Shaka. Donc comme je l'ai dit, nous avons un casting 4 étoiles. Et niveau contenu, on en a pour son argent. D'un côté, nous avons, comme je l'ai dit, l'Athéna exclamation, attaque que nous découvrons, et qui, comme on l'apprend, salit l'honneur des chevaliers d'or. En gros, les bannis à jamais de l'ordre de la chevalerie. Et de l'autre, Shaka qui exécute son Tenbu All-in en supprimant le 5e et dernier sens de ses adversaires. Alors attention, quelque part, ce n'est pas visuellement le moment le plus spectaculaire. Au contraire, c'est assez sobre. Il y a beaucoup de pudeur dans la scène, mais c'est quelque part en cela qu'elle est forte. Car ne l'oublions pas, cela met fin à la vie de Shaka. Shaka, le Gold le plus proche des dieux, et au vu du combat qu'il a mené contre ses 3 adversaires, probablement un des plus puissants. Bien sûr, comparer la force des Chevaliers d'Or restera un éternel débat, mais là je crois qu'il a placé la barre haute quand même en ce qui le concerne. Mais vous en conviendrez, là n'est pas la question. Outre le haut niveau du combat, c'est bien entendu la portée tragique des événements et les conséquences de celles-ci qui marquent les esprits. Et celle-ci ne touche pas que le Chevalier de la Vierge au sujet duquel je vais revenir dans un instant, mais également les 3 renégats. Ne l'oublions pas, ce combat est pour eux aussi déchirant. Ils agissent totalement à contre-cœur pour ruser Hadès et sont prêts à cet effet aux pires extrémités. Ils sont prêts à détruire leur âme. Quant à Shaka, son sacrifice a une raison. Il a bien sûr pour mission d'accompagner Athéna dans l'au-delà, en enfer, afin d'aller défier Hadès. Shaka acquiert par conséquent un statut unique au sein de la chevalerie. En amont de cela, il faut bien se rendre à l'évidence que lui a vu clair dans les intentions des renégats. Mais il aura aussi trouvé le moyen de s'éveiller au 8e sens afin de mener à bien sa mission. Donc après avoir tenu tête à 3 de ses confrères, quand on voit le traitement qui lui réservait, clairement on est bien là avec chacun. Autre chose, fait tout à fait particulier et notable, au moment où ils se balancent leurs attaques, il n'y a pas de musique. Et ça, c'est assez rare dans Senseiya quand même. Cela étant, je vous parlais de sobriété et de pudeur, ça se pose là. Ce sont des intentions tout à fait louables de la mise en scène qui collent bien avec le moment, avec ce qui se passe. Au moment où les attaques sont portées, on connaît déjà l'issue. On est déjà dans le recueillement, dans le deuil. Le départ de Shaka est pour ainsi dire salué comme s'il s'agissait de celui d'un de nos héros.
Alors que, faut pas l'oublier, c'est un Gold, ce n'est donc pas un personnage de premier plan. Ben oui, ce sont les bronzes, les héros de la série. Et comme quoi parfois quand ça compte, la Toei Animation sait mettre les moyens. Eisaku Inoue s'occupe de l'animation, Shigeyasu Yamauchi de la réalisation. Et dernier point que j'avais envie de souligner, on voit Shaka enfant, en pleine conversation avec Bouddha. Il y a comme un côté mystique qui se dégage de cette scène. On pourrait se demander s'il s'agit là d'un flashback ou si on n'a pas plutôt affaire à une allégorie, à quelque chose de symbolique, d'onirique. Enfin, c'est comme vous voulez, à vous de juger. Ou alors j'ai raté un épisode, je ne sais pas. Hein. Vous pourrez peut-être me corriger dans les commentaires. Mais là, clairement, Shaka, l'homme le plus proche des dieux, ça prend tout son sens. Voilà, ce top 10 des moments les plus marquants de la série Senseiya prend fin. Alors c'est sûr, il y a toujours un côté fun à un top, à faire des classements, des statistiques. Mais au travers de cela, j'avais envie de souligner certaines qualités intrinsèques à la série dont on ne parle peut-être pas assez souvent. Ben oui, Senseiya est un shonen d'action, avec une forte portée fantastique dans son scénario. On attend avant tout de ce genre de manga, du spectacle. On s'attend à en avoir plein la vue. Et bien sûr, on est servi, je dis pas à ce niveau-là, ça fonctionne. Mais Senseiya va bien au-delà de ça. Et j'estime qu'au travers de ces 10 extraits, nous avons vu toute la richesse de la série au travers de ses messages, de ses valeurs, et plus que jamais de l'émotion qu'elle peut dégager, bien sûr. Et vous pouvez le constater par vous-même, il y a une espèce d'équilibre qui se produit entre les scènes d'action et les scènes d'émotion. Selon moi, Senseiya peut être également vu comme une œuvre purement dramatique, à part entière. Je vous invite bien sûr à présent à me donner votre avis dans les commentaires, à me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec les choix proposés. Et si vous n'êtes pas d'accord, à me proposer les vôtres bien sûr, et je me ferai un plaisir d'en débattre avec vous. Et n'oubliez pas l'abonnement et le pouce bleu si ce n'est déjà fait, ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne, je vous remercie. A très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.